Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un paradoxe qui intrigue beaucoup d'observateurs de l'économie marocaine. D'un côté, on voit une ambition de développement immense, des investissements colossaux dans les infrastructures, et de l'autre, des défis qui persistent, notamment un chômage des jeunes diplômés qui ne faiblit pas. Pour essayer de comprendre ça, il y a trois explications qu'on entend partout, presque comme des refrains. C'est exactement ça. Trois récits dominants, presque des vérités établies, qui structurent un peu le débat public. Le premier, c'est le fameux problème de l'inadéquation des compétences. L'université ne formerait pas au bon métier. Le deuxième, c'est que la solution miracle serait le soutien massif aux très petites entreprises, les TPE. Et enfin, le troisième récit, c'est que si les grands investissements ne portent pas leurs fruits, c'est avant tout un problème de mauvaise gestion, de mauvaise exécution. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de déconstruire un peu ces trois récits. Pour y voir plus clair, on s'appuie sur une analyse critique qui compile des données de l'OCDE, de la Banque mondiale, et qui s'inspire aussi des travaux d'économistes comme le coréen Ah Jun-chang. On va voir que la réalité est bien plus complexe et franchement plus intéressante. Alors, si on commençait par le premier mythe, celui qui met tout sur le dos du système éducatif. Oui, cette idée que si les jeunes sont au chômage, c'est parce que leurs diplômes ne valent rien sur le marché du travail. Ça semble tellement logique à première vue. C'est simple, c'est direct, ça désigne un coupable facile, l'université. C'est un récit très commode, politiquement aussi, car il déplace la responsabilité vers le système éducatif et, implicitement, vers les jeunes eux-mêmes qui auraient fait les mauvais choix d'études. Mais il en pose sur une hypothèse fondamentale, souvent non dite. Laquelle? Que la demande d'emploi qualifiée est là, qu'elle est forte, abondante, et qu'il suffirait de former les bonnes personnes pour la satisfaire. Or, les sources qu'on a analysées montrent que le problème est à l'exact opposé. C'est-à-dire que le problème ne vient pas de l'offre de compétences, mais de la demande des entreprises. Est-ce qu'on a des chiffres pour quantifier ce décalage, pour se faire une idée de l'échelle du problème? Les chiffres sont absolument vertigineux et ils recadrent tout le débat. Chaque année, le Maroc voit arriver environ 400 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. En face, sur une décennie, l'économie formelle n'a créé en moyenne que 110 000 emplois nets par an. Ah oui, l'écart est colossal. C'est un problème arithmétique avant d'être un problème de compétences. Vous pouvez avoir les diplômés les mieux formés du monde, si vous avez 3 fois plus de candidats que de chaises disponibles, la musique s'arrête pour beaucoup de monde. C'est implacable comme calcul. Et j'imagine que dans ces 110 000 emplois créés, tous ne sont pas des postes d'ingénieurs ou de cadres. Exactement. Et il faut superposer à ça la structure même de l'économie. On a un secteur informel gigantesque, avec environ 1,7 million d'unités de production. Ce secteur absorbe beaucoup de main-d'œuvre. C'est une sorte d'éponge sociale, mais dans des conditions de grande précarité, sans protection et surtout avec une très faible productivité. Donc le tissu économique formel, celui qui peut offrir des emplois de qualité, est tout simplement trop étroit pour absorber un tel flux. Voilà. L'analyse utilise une analogie qui m'a beaucoup marquée. C'est comme s'acharner à former toujours plus de pilotes de ligne dans un pays qui a très peu d'avions. On peut blâmer les écoles de pilotage, dire qu'elles n'apprennent pas les bonnes techniques, mais tant qu'il n'y a pas plus d'avions à faire décoller, le problème de fond reste entier. C'est l'image parfaite. Se focaliser sur ce qu'on appelle le mismatch, l'inadéquation, c'est un peu regarder le doigt alors que la lune, c'est le manque structurel de création d'emplois productifs. Bien sûr, et personne ne le nie, il y a de vrais enjeux de qualité de la formation. Mais ce problème est secondaire par rapport au gouffre entre le nombre de jeunes qui cherchent un emploi et le nombre d'emplois décents que l'économie est capable de générer. Un symptôme de ça, c'est la fuite des cerveaux, j'imagine. Quand les pilotes formés ne trouvent pas d'avion chez eux, ils vont les piloter ailleurs. C'est exactement ça. D'accord, donc si le problème n'est pas d'abord un manque de compétences, ça nous amène logiquement à l'autre idée très populaire. Si on ne peut pas trouver d'emploi salarié, il suffit de créer sa propre entreprise. C'est ce fameux discours sur le soutien aux TPE, l'entrepreneuriat pour tous. Oui, le discours du Small is Beautiful qui est très séduisant, il valorise l'initiative individuelle, l'autonomie. Le problème, c'est que l'analyse suggère que ce récit confond le symptôme et le remède. Le symptôme, La prolifération des très petites entreprises au Maroc serait moins un signe de dynamisme entrepreneurial qu'un symptôme du manque d'opportunités d'emploi salarié de qualité. C'est souvent de l'auto-emploi de survie, une forme de chômage déguisé.
Attendez, ça va un peu à l'encontre de l'image d'Épinal de l'entrepreneur courageux, du créateur de start-up. Est-ce que l'analyse fait une différence entre le jeune ingénieur qui lance une application innovante et la personne qui ouvre une petite épicerie par nécessité? C'est une distinction cruciale, et c'est là que le bas blesse. Bien sûr qu'il y a des entrepreneurs innovants, mais ils sont une infime minorité. La réalité statistique, c'est que 91% des entreprises marocaines ont 10 employés ou moins, 91%. et 88% en ont 3 ou moins. On est face à un océan de microstructures. Les données montrent que la plupart de ces entités ne grandissent jamais. Elles naissent petites et meurent petites. Elles permettent à une famille de survivre, mais elles n'innovent pas, n'exportent pas et ne créent pas d'emplois salariés en grand nombre. Les métaphores dans les documents sont, là encore, très puissantes. On nous dit qu'une forêt de jeunes pousses n'est pas une forêt de futurs chênes. Si le sol est pauvre, la plupart ne deviendront jamais des arbres. L'idée d'arroser un tout petit peu chaque pousse, de manière indifférenciée, ne changera pas fondamentalement la donne. Une autre analogie qui est utilisée est celle du radeau de vendeur de rue. Il vous permet de flotter, de ne pas vous noyer, mais il n'est pas conçu pour traverser l'océan. Lui donner une meilleure rame sous la forme d'un petit crédit ou d'une formation ne le transformera pas en cargo. La structure même de l'activité limite son potentiel. C'est ça. En face, les données montrent que les grandes entreprises sont environ 5,5 fois plus productives que ces microstructures. Le vrai problème, c'est ce que les économistes appellent le chaînon manquant, Le chaînon manquant. qui sont le moteur de l'emploi et de l'innovation dans les économies développées. Alors comment font les pays qui ont réussi à créer ce tissu d'entreprises ETI? Est-ce qu'ils ont des programmes de soutien radicalement différents? Absolument. Les programmes qui fonctionnent, que ce soit en Allemagne ou en Corée du Sud, ne sont pas des arrosages généralisés. Ils sont très sélectifs. Ils identifient des PME qui ont un potentiel de croissance et les accompagnent de manière intensive. Mais surtout, ils les connectent à une demande concrète. On ne leur dit pas juste « voici de l'argent, débrouillez-vous ». On leur donne une perspective. On leur dit « le grand groupe automobile a besoin d'un fournisseur. On va vous aider à atteindre les standards de qualité pour remporter ce marché ». Le soutien est conditionné à des résultats. Exporter, innover, monter en gamme. On ne subventionne pas des vélos en espérant construire une compagnie aérienne. C'est très clair. On passe d'une logique d'assistance à une logique d'investissement stratégique. Ce qui nous amène tout droit au troisième et dernier mythe, celui de l'investissement public. Le Maroc investit un pourcentage de son PIB qui est parmi les plus élevés au monde. On a des ports, un TGV, des autoroutes, mais la croissance et l'emploi ne suivent pas autant qu'espéré. Et là, l'explication qu'on entend, c'est « les projets sont bons, mais c'est mal géré ». C'est un problème d'exécution. Et là encore, c'est une explication qui est vraie, mais partielle, et qui masque l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des problèmes de gouvernance, de retard, de surcoût. Personne ne le nie. Mais l'analyse pose une question plus fondamentale. Le problème est-il seulement dans la manière dont on investit, ou aussi et surtout dans ce en quoi on investit ? La thèse centrale, c'est qu'il y a un désalignement structurel. Un désalignement, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'une grande partie de ces investissements a servi à créer des infrastructures qui bénéficient principalement à ce que l'analyse appelle des enclaves économiques. Des enclaves. Ce sont des secteurs très performants, souvent tournés vers l'export, comme l'automobile ou l'aéronautique, mais qui ont des liens encore trop faibles avec le reste du tissu économique local. Donc, si je comprends bien, on construit une superbe autoroute, mais elle sert principalement à relier une usine d'assemblage, souvent à capitaux étrangers, à un port moderne pour exporter, sans que les PME marocaines ne profitent vraiment de ce flux. C'est exactement l'idée. Les retombées en termes de développement de fournisseurs locaux, de transfert de technologie, restent limitées. L'autre exemple, ce sont les investissements massifs dans des secteurs non exportables comme l'immobilier. Ça crée des emplois, oui, mais souvent temporaires, peu qualifiés et qui disparaissent une fois le chantier terminé. Ça ne construit pas une base productive durable. Donc la question n'est pas seulement comment mieux gérer le chantier, mais ce chantier, à quelle stratégie de développement sert-il? Précisément. Se concentrer uniquement sur la bonne gestion, c'est passer à côté de la question de la conception stratégique de l'investissement. Ni la petite taille des entreprises, ni seulement l'exécution des projets. Si ces récits sont au mieux incomplets, que proposent les sources comme voie alternative? On a l'impression d'avoir un diagnostic assez lucide. Le diagnostic est lucide, mais pas sombre, car il ouvre sur une autre logique. L'analyse esquisse les contours d'une véritable stratégie de changement structurel. Premièrement, il s'agit de passer d'une obsession pour la quantité de croissance à une préoccupation pour sa qualité.
La qualité de la croissance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire prioriser les secteurs qui tirent toute l'économie vers le haut. Ce sont les secteurs complexes, diversifiés et exportables. L'industrie manufacturière de pointe, les services à haute valeur ajoutée, l'agro-industrie qui transforme. Le but n'est pas juste d'avoir plus de croissance, mais d'avoir une meilleure croissance, plus riche en emplois de qualité et en savoir-faire. Tout à fait. Et pour les entreprises, j'imagine que ça implique aussi un changement de philosophie radical par rapport à l'idée d'arroser tout le monde. Totalement. C'est passé du fétichisme de la TPO à la construction délibérée d'une structure productive équilibrée. Ça veut dire s'attaquer frontalement au problème du chaînon manquant, identifier les PME à potentiel et mettre le paquet pour les aider à devenir des ETI. Ça veut aussi dire favoriser l'émergence de champions nationaux dans des secteurs stratégiques. Le soutien public ne serait plus un droit, mais deviendrait sélectif et conditionné à des performances claires. Exportation, innovation, création d'emplois formels. Exactement. Et pour l'investissement public, la logique est la même. Il doit être aligné sur cette stratégie. Absolument. Au lieu de se concentrer quasi exclusivement sur les infrastructures physiques, ce qu'on pourrait appeler le hardware de l'économie, il faudrait investir tout autant dans les infrastructures de la connaissance, le software. Les infrastructures de la connaissance, c'est une belle formule, mais ça ressemble à quoi en pratique? C'est très concret. C'est créer des centres techniques sectoriels, par exemple pour le textile, où les PME peuvent venir tester leurs produits pour répondre aux normes européennes. Ce sont des laboratoires de certification, des plateformes de design partagées, des systèmes de formation professionnelle pointus, co-gérés par les industriels eux-mêmes. C'est tout cet écosystème invisible qui permet aux entreprises de monter en gamme. Voilà. Donc, si on résume, l'idée de fond de l'analyse, c'est d'arrêter de pointer du doigt soit les individus, soit les plus petites structures. Le vrai enjeu, c'est de piloter une transformation de la structure productive de tout le pays. C'est un vrai changement de regard. Oui, c'est une perspective radicalement différente qui déplace complètement le débat. Pour conclure, l'analyse utilise une dernière image, celle du jardinier. Elle dit que le développement économique, ce n'est pas comme arroser de la même manière chaque petite plante dans un pot surchargé. C'est une stratégie de jardinier méticuleux. Exactement. Le jardinier sait qu'il doit améliorer la terre, construire une serre pour protéger les plantes les plus prometteuses et cultiver de manière ciblée certaines espèces pour qu'elles deviennent des arbres solides. Des arbres qui, une fois robustes, seront capables par eux-mêmes de régénérer la forêt tout entière. C'est une vision puissante, mais elle laisse une question en suspens. Une question qui dépasse le cadre purement économique qu'on a abordé. Oui, et c'est peut-être la question la plus difficile. Si ce diagnostic technique est de plus en plus partagé, sa mise en œuvre est éminemment politique. Passer de la stratégie de l'arrosoir, qui donne un peu à tout le monde et ne fâche personne, à celle de la serre, qui est sélective, implique de faire des choix. De faire des arbitrages. De faire des arbitrages. Choisir de soutenir certains secteurs, c'est aussi choisir de ne pas en soutenir d'autres. La question qui reste ouverte est donc, quels sont les consensus sociaux et politiques nécessaires pour opérer un tel virage? C'est sans doute là que se trouve le vrai débat pour l'avenir.